nous commencerons ce soir par poser le problème des Kurdes. C'est le professeur Hamid Bouzarslan va introduire le sujet. Ensuite, ce sera Madame Haman Assad. Madame Haman Assad est la représentante du gouvernement régional du Kurdistan. Nous avons une région kurde aujourd'hui qui est autonome. C'est la première fois depuis toujours. Et elle va nous en parler. Ensuite, nous allons demander à Monsieur Khosrow Abdullahi, qui lui aussi représente le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran à Paris. Donc lui aussi un spécialiste du domaine des Kurdes en Iran. Ensuite, nous demanderons à CV d'intervenir et c'est Hamid Bouzarslan qui va conclure. Bon, je laisse maintenant la parole à Hamid Bouzarslan, que vous connaissez tous, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur de nombreux ouvrages et d'innombrables articles sur la question kurde. Alors, Un grand merci, cher Joyce. Effectivement, j'ai le plaisir d'être de retour déjà dans ces locaux que j'aime beaucoup. Et puis aussi d'introduire cette table ronde avec trois remarques. Une première remarque pour présenter vraiment la question kurde, notamment depuis une trentaine d'années, pour situer un peu le décor. Dans un deuxième temps, je vais insister sur une comparaison éventuelle entre la situation de maintenant et la situation des années 1980. Je vais me justifier le moment venu. Et puis, en troisième lieu, je vais insister sur les incertitudes qui pèsent sur la question kurde aujourd'hui. Donc, le premier point, la première remarque, si je devais définir la question kurde, je dirais que bon, c'est une question qui se définit par une double nature, notamment depuis les années 1918-19, mais notamment depuis 1979. Cette double nature renvoie d'abord au fait que la question kurde est interne à la Turquie, à la Syrie, à l'Irak et à l'Iran. Donc nous avons là 4 problèmes en quelque sorte distincts qui concernent les espaces étatiques, mais aucun espace étatique n'est que étatique, donc il y a vraiment une dimension sociale. Et de l'autre côté, c'est aussi une question transfrontalière, une question régionale, et potentiellement partant une question internationale. Et il y a constamment des interactions multiples entre les dimensions internes de la question kurde et la dimension régionale, chaque dimension renforçant ou potentiellement pacifiant l'autre aspect. Depuis 1979, cette interaction entre les dimensions internes et la dimension externe est extrêmement évidente, puisqu'on assiste à une radicalisation dans chacun des pays du mouvement kurde et de l'autre côté à une radicalisation à l'échelle régionale. C'est le Kurdistan d'Irak qui lance en quelque sorte la contestation dès 1975. 1975 est l'échec d'une première révolte kurde, mais dès 1975, il y a un deuxième mouvement armé. Le Kurdistan iranien se révolte en 1979. Au Kurdistan de Turquie, il y a un guérilla qui commence en 1984. Et désormais, les Kurdes syriens se trouvent aussi dans une contestation armée. Cette continuité dans la durée, 1979, aujourd'hui ça fait quand même 35 ans, a beaucoup d'impact sur l'évolution de la question kurde. D'un côté, nous avons les anciennes générations qui ont été actives dans les années 60-70, qui se trouvent toujours à la tête du mouvement. Et de l'autre côté, la société kurde, c'est une société comme toutes les autres sociétés du Moyen-Orient d'ailleurs, c'est une société extrêmement jeune, avec une population de moins de 25 ans qui constitue plus de 50% de la population. Et ce mouvement-là se poursuit, les contestations qui ont commencé dans les années 1970 se poursuit aujourd'hui avec des générations qui sont nées dans les années 80, voire 90. Et la poursuite des contestations, la constitution des climats politiques multiples en Irak, en Syrie, en Iran ou en Turquie à partir de la kurdicité fait aussi que nous avons aujourd'hui une sorte de kurdistanisation des sociétés dans leur totalité. Il y a 30 ou 35 ans, la contestation kurde était là en Turquie par exemple, mais bon,
les partis politiques étaient des partis politiques turcs, alors qu'aujourd'hui, la situation est très différente. On sait qu'au Kurdistan d'Iran, par exemple, il n'y avait pas de politique au sens propre du terme avant 1979. Or, aujourd'hui, on sait que selon les chiffres officiels, les statistiques officielles, à peine 35% des Kurdes votent, mais on sait que dans certains cas, c'est des 14-15% des Kurdes qui votent, puisque l'espace politique s'est différencié. Et dans le cas de la Syrie, cela est extrêmement évident aussi. Dans le cas de l'Irak, il y a une autonomie viable depuis une vingtaine d'années. Donc on a vraiment l'impression que là, un espace kurde s'est constitué dans la radicalité, dans la continuation et dans une certaine transmission intergénérationnelle depuis, depuis la fin des années 1979. Et je crois que ce point est extrêmement important. On ne comprendra pas pourquoi la question kurde reste liée à une certaine radicalité, quels que soient les choix pragmatiques que les uns et les autres font, si on ne prend pas en considération cette double dimension. Chaque fois qu'il y a un mouvement kurde dans un pays, c'est la sphère kurde dans la région dans sa totalité qui est réactivée, et cette réactivation offre des ressources matérielles, mais parfois aussi symboliques extrêmement fortes à chacun des mouvements kurdes. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister, c'est que les contestations de 2011-2012 dans le monde arabe ont définitivement clos un cycle historique assez long qui avait commencé également en 1979. Je ne vais pas insister sur ce cycle historique. C'est en gros la fin de la gauche au Moyen-Orient et l'ascension de l'islamisme comme syntaxe politique vraiment hégémonique à l'échelle de la région. Donc énormément de choses ont changé depuis 2 ans. Il n'en reste pas moins qu'on a l'impression qu'il y a des analogies possibles avec la période des années 1980. Dans les années 1980, nous avions un contexte régional marqué par 3 guerres, la guerre de l'Afghanistan, la guerre Iran-Irak et la guerre civile libanaise qui dans les faits avait commencé en 1975 mais qui s'était amplifiée à partir de 1979. Les frontières interétatiques étaient devenues des frontières de production d'une violence de très extrême. Les frontières étaient devenues des passoires permettant des déplacements et des transhumances militaires. On assistait, par exemple, à un mouvement militaire, de déplacement de dômes militaires de Maroc jusqu'à l'Afghanistan. Le PKK s'était restructuré au Liban et non pas en Turquie à la faveur de la guerre civile libanaise. Les militaires algériens qui étaient passés, qui se trouvaient en Afghanistan étaient revenus par la suite en Algérie, ce qui explique la guerre civile algérienne des années 1980. Il y avait une sorte d'interaction extrêmement dense, extrêmement violente dans les années 1980. Et aujourd'hui, on a l'impression que la région dans sa totalité est devenue une zone d'état de violence. Les exemples sont multiples. Vous avez déjà le cas de l'Afghanistan et du Pakistan, bien entendu. Vous avez le cas du Yémen, vous avez le cas de la Syrie, mais qui dit la Syrie dit aussi inévitablement l'Irak et le Liban, 2 pays qui sont sur la brèche, voire la Turquie qui est très fragilisée par la question syrienne. Et bien entendu, vous avez la situation du Sahel de Rambozian. Et dans les années 1980, la question kurde était devenue une question à la fois centrale et marginale. Centrale parce que dans dans l'espace kurde dans sa totalité, il y avait une contestation kurde. La guerre civile, la guerre Iran-Irak se déroulait au Kurdistan même. En Turquie, l'élimination de la question kurde ou de la kurdicité qui était considérée par les généraux comme une pathologie était devenue occupait l'impératif numéro 1, s'était imposé comme l'impératif numéro 1, et les acteurs kurdes armés étaient obligés de négocier des alliances contre nature avec tel ou tel État. Et cette période a créé effectivement un syndrome durable, un traumatisme durable au sein du mouvement kurde. Pour juste souligner un cas, les Kurdes de Turquie et les Kurdes d'Iran étaient obligés de collaborer avec l'Irak. Les Kurdes d'Irak étaient obligés de travailler avec l'Iran, collaborer avec l'Iran. Les Kurdes de Turquie étaient trouvés refuge en Syrie, laquelle Syrie, effectivement, les avait dépêchés aussi au Liban. Les premiers martyrs du PKK sont tombés, martyrs bien entendu entre guillemets, c'est pas le terme de sciences sociales, c'est les organisations qui l'utilisent. Les premiers martyrs du PKK étaient tombés contre Israël dans la guerre civile, contre l'occupation israélienne du Liban, et n'ont
absolument pas contre la Turquie. Donc vous voyez comment, dans les années 1980, dans une subjectivité extrêmement sombre, la question kurde était devenue centrale. Mais en même temps, il y avait aussi une marginalité. C'est vrai que nombre d'entre nous, on se posait à la fin des années 1980, si les Kurdes allaient survivre, tout simplement. Point barre. Et on avait vraiment l'impression que la diaspora était devenue le seul lieu où une activité culturelle kurde était possible, à défaut d'une activité politique. Aujourd'hui, la situation est très différente. L'état de violence règne dans plein de zones. La région est de nouveau devenue un lieu de production d'une violence à la fois transétatique mais étatique aussi. L'instabilité est là. Chaque acteur est ancré dans une quête de durabilité. Je crains que le nouvel état de violence qui a commencé va durer aussi longtemps que celui des années 80, donc en gros une décennie. Et pourtant, le cas kurde se présente aujourd'hui dans une configuration très différente. Qu'est-ce qui a changé? Plusieurs choses ont changé. En premier lieu, il y a un Kurdistan d'Irak qui est là depuis une vingtaine d'années, qui dispose d'une structure, d'abord qui a disposé d'une structure autonome maintenant qui constitue une région fédérée. Les blessures de la guerre chimique des années 80 ne sont pas refermées, mais quand même on voit que c'est une société qui est extrêmement dynamique. Cette société est considérée aujourd'hui comme l'une des sociétés les plus dynamiques du Moyen-Orient. Certes, il y a la corruption, certes, il y a la différence, une différenciation entre les classes qui est quand même très nette. Certes, il y a la question, Madame l'ambassadrice me corrigera, il y a effectivement la question de l'intégration de la jeunesse qui est très criante. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on peut dire que le Kurdistan d'Irak, comparé à ses régions voisines, y compris la Jordanie, se trouve dans une situation nettement meilleure. Et bon, il y a une sorte de banalisation du Kurdistan d'Irak au Moyen-Orient. C'est comme si ce n'est pas un État, mais c'est comme si effectivement c'était une entité, une composante qui comptait à l'échelle de la région. Et cela a un impact sur l'espace kurde dans sa totalité, parce que quelles que soient les critiques qu'on puisse adresser à ce système qui s'est mis en place, le Kurdistan d'Irak sert de référence pour l'ensemble de l'espace kurde. Et ce n'est pas du tout par hasard que c'est à partir de 2003 que les Kurdes syriens se sont révoltés massivement, les Kurdes iraniens se sont révoltés massivement, et qu'on a assisté à une deuxième phase de la guérilla au Kurdistan de Turquie. Et je reviendrai, l'existence du Kurdistan d'Irak est importante aussi pour un autre point de vue. Ce Kurdistan d'Irak, la classe politique kurde irakienne, sert le rôle de primus inter pares, et on sait que, in fine, ils ont la capacité de jouer le rôle des arbitres, aussi bien au sein du mouvement kurde des autres partis que occasionnellement entre les autres mouvements kurdes et les États. Qu'est-ce qui a changé en deuxième lieu? C'est bien entendu le cas syrien, sur lequel on reviendra. Je ne parlerai pas de cela, mais c'est vrai que bon, depuis juillet 2012, le gouvernement de Damas, le gouvernement de Bachar al-Assad, ou le régime de Bachar al-Assad, s'est retiré des zones kurdes dans une double perspective. Une première perspective qui est vraiment la perspective d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, le penseur historien arabe du XIVe siècle, expliquait qu'il était idiot pour un empire en déclin de pouvoir se maintenir partout. Au contraire, il fallait se replier sur les zones stratégiques, et le Kurdistan syrien ou l'espace kurde syrien ne faisait absolument pas partie de ces zones stratégiques, et se retirer, c'était aussi une façon de punir la Turquie, convenons-en. Il n'en reste pas moins que là, une deuxième expérience d'autonomie commence à voir le jour, et cette expérience d'autonomie ne comprend pas une violence interne, contrairement à ceux qui certains craignaient ou certains d'autres souhaitaient très, très fortement. On a l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, dans cet espace qui est relativement pacifié, les structures ont commencé à fonctionner, les écoles sont de nouveau ouvertes, les municipalités fonctionnent, il y a une petite armée de 40 000 de personnes. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui montre que le mouvement kurde a pris un nouvel élan à la faveur de cette crise. Sans cette crise, sans doute, cela n'aurait pas été possible, mais à la faveur de cette crise, cela s'est créé. En troisième lieu,
Il est évident qu'aujourd'hui, le Kurdistan d'Iran ne connaît pas d'expérience de contestation militaire, même si les forces armées de tel ou tel groupe, notamment de Pshak, n'ont pas disparu. Il n'en reste pas moins qu'on assiste à une radicalisation extrême de la société kurde. Il y a une sorte de divorce total entre l'espace kurde et le pouvoir. Cela n'a pas été le cas sous Khatami, mais mon ami Khosrow me corrigera, pendant lequel, effectivement, le pouvoir a fait des signes d'ouverture, a envoyé des signes d'ouverture au nom de l'islam unifiant des Kurdes et les autres Iraniens. Et c'est vrai qu'il y a eu un renouveau d'activité kurde extrême. Après, depuis 2005, on a assisté à une sorte de brutalité. Les rapports d'Amnesty International ont montré aussi combien la violence au Kurdistan, la coercition de l'État au Kurdistan était genrée, ciblant notamment les femmes militantes, etc. Donc là, je ne vais pas parler de ces détails-là. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, demain, en cas de déstabilisation du régime, très probablement, certaines provinces deviendront de fait des provinces dissidentes, je ne dis pas sécessionnistes, puisqu'il n'y a pas de programme sécessionniste, mais des provinces dissidentes. Et enfin, au Kurdistan de Turquie, je reviendrai tout à l'heure sur le Kurdistan de Turquie, on a vu un nouveau processus à la fois de radicalité et de pragmatisme, un processus incluant à la fois le glissement vers les modes de contestation politique et de l'autre côté le recours aux armes. Mais je reviendrai d'ici quelques minutes sur la Turquie. Et partant de ces éléments-là, on peut dire qu'aujourd'hui, la population kurde ou la société kurde qu'on pensait mourante il y a 30 ans s'impose comme l'une des sociétés les plus dynamiques du Moyen-Orient. Pas seulement au Moyen-Orient d'ailleurs, l'autre jour un collègue de Suède nous expliquait qu'il y avait 7 députés kurdes à l'Assemblée nationale suédoise. Et cela vous montre combien, effectivement, de nouvelles générations ont poussé. Il y a des députés de manière constante au Parlement, au Bundestag allemand, au Parlement européen. La presse est extrêmement vivante. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de cinéma kurde. Aujourd'hui, on ne parle que de cinéma kurde. L'autre jour, une thésard en Angleterre a fait sa thèse sur 100 romans kurdes en langue kurmanji, en dialecte kurmanji, ce qui était impressionnant. Il y a une trentaine d'années, il n'y avait pas de roman kurmanji, la langue était interdite. Et l'autre jour, j'étais vraiment, tout simplement, j'ai rencontré une vingtaine de jeunes chercheurs qui ont tous appris l'anglais et l'ottoman, qui n'est pas quelque chose de simple, qui ont 25 ans, qui s'en fichent totalement de la question kurde et qui travaillent sur le Kurdistan pré-républicain, donc le Kurdistan du 19e siècle. Donc vous avez vraiment l'impression que de ce point de vue-là, il y a une certaine diversification, une certaine intensification du fait kurde qui ne cherche plus à s'exprimer exclusivement par les voies partisanes, dans le sens de partis politiques, mais qui traverse la société, qui coupe la société de manière transversale, de génération en génération, de manière assez massive. Et en Turquie, par exemple, on parle beaucoup de la génération de 68, ça veut dire actif en 1968 politiquement, ou de 78. Au Kurdistan, vous avez une génération 88, une génération 18, une génération 08. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation constante. Ibn Khaldoun parlait à l'époque, donc toujours Ibn Khaldoun forever, je travaille pas mal sur lui ces derniers temps, il parlait effectivement qu'il y avait des peuples qui entraient dans l'histoire et qui par la suite se fatiguaient et qui sortaient de la scène historique, et d'autres peuples s'affirmaient comme des peuples dynamiques. Je ne suivrai peut-être pas Ibn Khaldoun jusque-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un dynamisme. Donc, d'un côté, il y a effectivement un état de violence dans lequel les Kurdes se trouvent, et de l'autre côté, les Kurdes sans doute confrontent cet état de violence avec beaucoup plus de dynamisme que par le passé. Ma troisième remarque, et j'essaierai d'être très bref, j'ai dit qu'il fallait être bref et je suis le plus bavard, c'est que tout ceci se développe en même temps sous le signe de l'incertitude. Plusieurs incertitudes. En premier lieu, la première incertitude, c'est l'avenir de l'Iran. On ne sait absolument pas combien de temps le régime en Iran va pouvoir tenir. Cela peut être très très long. Ça fait 3 ou 4 ans dont le régime mourant, il n'est pas mourant. Mais en même temps, on sait combien la crise est structurelle. La crise est structurelle et cette crise s'aggrave sur le plan interne, mais s'aggrave aussi plus la carte régionale se dessine à partir des clivages, hélas, confessionnels, de plus en plus confessionnels,
plus le coût pour le régime devient extrêmement difficile à porter. Et en même temps, on sait qu'il n'y a pas de solution militaire à la crise iranienne. Cela risque d'être effectivement avoir des effets extrêmement pervers à l'échelle de la région. Donc, quel type de sortie pacifique de cet autoritarisme assez extravagant qui dure, l'une des questions sera ça, et cette question déterminera l'avenir du Moyen-Orient d'une manière générale, mais aussi l'avenir de la question kurde. En deuxième lieu, c'est l'incertitude liée à la crise syrienne. Combien de temps le régime peut-il durer et à quel prix? À quel prix pour les Kurdes, pour les Syriens d'abord, moi je veux dire vraiment pour les Syriens arabes. Tout à l'heure on discutait avec Jean-Marc Chagnolo, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'il ne reste plus d'espace urbain. Donc la destruction est extrêmement massive. Le prix est bien entendu lourd aussi pour les Kurdes de Syrie, mais le prix est extrêmement lourd pour les sociétés irakiennes et libanaises qui sont maintenues littéralement sur la brèche, qui sont incapables de faire le moindre pas, d'autant plus que chaque pas risque d'être un faux pas. Et donc, du coup, on se trouve en face des sociétés qui sont totalement bloquées. Et ce blocage, notamment dans le cas a des impacts sur les Kurdes irakiennes, mais aussi sur les Kurdes d'une manière générale. En troisième lieu, on est dans l'incertitude concernant la Turquie. Vous savez, Joyce vient de le rappeler, qu'il y a eu des types de négociations, enfin un processus de négociation qui a commencé avec la Turquie, entre le PKK et la Turquie. Ce n'est plus du tout un secret de polichinelle, c'est une négociation tout à fait ouverte. Il y a la légitimation et rélégitimation d'Abdullah Öcalan, qui est le leader du PKK, mais vraiment d'une manière extrêmement publique. Les manifestations de Nowruz, donc de Nouvel An, mobilisent des millions de personnes. Donc de ce fait-là, le fait kurde s'impose de manière extrêmement évidente. Or, aujourd'hui en Turquie, on peut parler d'une double hégémonie. Il y a une hégémonie de l'AKP, le parti conservateur au pouvoir, qui en gros obtient 50% des voix, mais 50% des voix, ça signifie quelques 60% de la population turque. Donc voilà, donc en gros, effectivement, de ce point de vue-là, on voit que c'est une adhésion assez massive, et en même temps, c'est une adhésion qui est aussi fragile, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se maintenir au pouvoir exclusivement par l'hégémonie. Une crise économique peut éclater demain. Demain, on peut y avoir un sursaut nationaliste. Le kémalisme est totalement mort au creux, mais on peut assister à l'émergence de nouveaux types de kémalisme qui auraient recours, qui ont déjà recours d'ailleurs à des discours de type national-socialiste au sens propre du terme. Et donc, on a l'impression qu'effectivement, l'avenir de l'AKP, qui semble aujourd'hui extrêmement certain, n'est en effet pas si certain que ça. Donc, les sources de fragilité sont là. Et de l'autre côté, il y a une deuxième force qui est capable de construire l'hégémonie. Et cette deuxième force, je la définirais globalement comme la mouvance kurde, structurée à partir dont le PKK constitue l'acteur de référence, dont le parti kurde légal est l'acteur de représentation, et qui se nourrit de la kurdicité, et qui a la capacité effectivement de s'ancrer dans la durée, et qui est beaucoup moins fragile que l'hégémonie de l'AKP, donc le parti au pouvoir, puisqu'il se nourrit effectivement de cette question nationale kurde qui est désormais tout à fait intériorisée par la population kurde. Et donc l'avenir de ces négociations risque d'être assez compliqué, d'autant plus qu'effectivement pour la Turquie, il s'agit aussi de demander aux Kurdes, en contrepartie de certaines reconnaissances, de se mettre au service de la turcité sunnite, ce qui effectivement pose énormément de problèmes. Donc voici les incertitudes d'aujourd'hui. Et je crois que bon, en face de ces incertitudes, on ne peut qu'analyser la situation telle que cela se présente en janvier, février, mars 2013, sans prendre le risque d'aller de faire des pronostics concernant un horizon même très proche. Je vous remercie. Merci Hamid d'avoir introduit le sujet. Maintenant, le tableau est bien planté. Et nous allons maintenant essayer, chacun, Raman d'abord, et ensuite Khosrow, puis CV, de vous parler chacun de chaque partie du Kurdistan. Mais évidemment, tout est imbriqué, comme
l'a bien dit, et que les choses sont aujourd'hui vraiment assez fragiles et inquiétantes. Alors nous commencerons par écouter Haman Assad est la représentante donc d'un pays qui est aujourd'hui autonome. C'est une région dont nous sommes extrêmement fiers et une région dynamique, une région qui réussit vraiment. Et où, par exemple, dans ce Moyen-Orient qui est en ébullition, c'est une région calme. On peut y aller tranquillement, on peut se promener sans crainte. Alors je te passe la parole, Haman, pour nous dire un peu ce que tu penses aujourd'hui de la situation au Kurdistan d'Irak. Merci Joyce et merci à tous les organisateurs qui sont à l'origine de cette belle initiative et merci à Hamid à cette belle représentation qui nous montre et qui vous a montré que la question kurde est une question très compliquée. Donc malgré le fait que Hamid a essayé très intelligemment de présenter la question kurde, mais c'est vrai, c'est très compliqué. Et moi, je vais essayer juste de parler de notre région fédérale de Kurdistan d'Irak. Donc, ça fait pas longtemps, ça fait un peu une vingtaine d'années que, comme Hamid l'a dit, dans les années 88 et 89, après des campagnes d'Anfal et de bombardements chimiques dans notre ville, des villes du Kurdistan et de notre région du Kurdistan, ou à l'époque le Kurdistan d'Irak, on se posait vraiment des questions. Est-ce que le Kurde, il allait vivre, il allait survivre? Et donc, mais après se révolte à 91, après la première guerre Golfe, et nous, on a pu, grâce à Fly Zone, ou à zone de protection qui était, selon les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies, on a pu vivre et de pouvoir vivre dans une petite zone, même que ce n'était pas toutes les régions kurdes, toutes les villes kurdes, mais dans trois provinces de Hoc et Arbil et Soleimani, de pouvoir vivre sans le régime dictateur à l'époque de Saddam. Donc, grâce à cette fly zone, ou cette zone de protection, on a pu de construire et de faire l'élection et de construire pour la première fois les institutions, le Parlement, le gouvernement et de donner la parole au peuple, de pouvoir vivre et de construire la société. Mais ça, c'était très très difficile parce que juste de l'autre côté, il y avait les chars de régime dictateur, et des autres côtés, il y avait les régimes d'Iran, de Turquie, de Syrie qui ne voulaient absolument pas que cette expérience du Kurde réussisse. Donc, et on subissait deux embargos. Il y avait un embargo international sur l'ensemble de l'Irak et l'autre qui était un embargo que l'ancien ou le régime de dictature Saddam imposé sur notre région. Mais malgré ça, on a pu, parce qu'on voulait vraiment, on voulait vivre, on voulait montrer on peut vivre et on peut construire sans régime, sans dictature, et on peut pour la première fois, on a notre parole, et c'est nous, on va donner un cadre à la façon qu'on veut le vivre. Donc, après la deuxième guerre, Golfe, en 2003, ça veut dire il y a 10 ans, et le Kurde, malgré le fait qu'on vivait dans une région de facto, une région indépendante, et qu'on avait toutes nos institutions, le gouvernement, le Parlement, et qu'il y avait une très bonne relation avec l'État ou le pouvoir et la population. Mais nous, on a accepté à aller avec les autres composants irakiens, avec les Arabes, les chiites, les sunnites, de retourner à Bagdad
et de construire un État, un pays dans lequel toutes les populations de l'Irak puissent vivre dans un cadre fédéral, pluraliste et démocrate. Et ça, c'était très bien parce que depuis 2003, grâce à cette initiative kurde et de participation, on a pu, pour la première fois dans l'histoire de l'Irak, diriger ou de préparer une constitution et que de la 85 de population d'Irakiens on a voté pour cette constitution dans lequel on a donné un cadre constitutionnel ou des principes comme le fédéralisme, comme la démocratie, comme le pluralisme, comme le droit de l'égalité, comme l'élection, et voilà, comme pour la première fois que les Irakiens peuvent dire et de revendiquer leur identité, soit ils sont chiites, ou sunnites, ou kurdes, ou turkmens, ou caldo-assyriens, ou yézidis, ou donc avec toutes les différences ou toutes les identités que chaque Irakien est fier. Mais pour la première fois, cette constitution nous permettait de dire voilà, qu'on peut qu'on est irakien, mais avec une identité ou avec une différence qu'il faut accepter par les autres composants. Donc, mais malheureusement, avec ça, la seule région de l'Irak qui a pu vraiment profiter à tous ces principes, parce que nous, le croyons à ces principes, c'était la région du Kurdistan. Et depuis la région du Kurdistan, comme Hamid l'a dit, c'est une entité en construction et grâce à 17% de budget national de l'Irak, que nous on est beaucoup plus de 17%, et grâce à cette 17% de budget national qui arrive au Kurdistan que entre 10 à 11%, mais bon, grâce à ça, nous, la région du Kurdistan, nous, on a pu construire des hôpitaux, des universités, parce que depuis 2003, ça fait 10 ans qu'on a construit 16 universités, parce qu'à l'époque il y avait juste une université, qu'à l'époque de Saddam on ne savait pas, avant il était à Karazi, après Soleimani, après Arbil, parce qu'on ne voulait vraiment pas qu'il y a des universités dans la région du Kurdistan, mais maintenant il y a 17 universités publiques et privées, il y a une American University, il y a une université avec les langues différentes, il y a des universités avec des langues turkmènes, avec des écoles pour les Chaldiens, pour les Kurdes, pour les autres Kurdistanais qui habitent dans la région du Kurdistan. Il y a des hôpitaux privés et publics, il y a des aéroports, parce qu'avant il n'y en avait pas, maintenant il y a deux aéroports, et le troisième est déjà lancé, le projet, bientôt il y aura le troisième aéroport aussi dans la région du Kurdistan. Et il y a une sécurité, c'est la seule région qu'il y a une sécurité sûre et stable c'est au Kurdistan. Et il y a vraiment de construction partout, quelquefois même pour nous, pour les Kurdes, on a mal à reconnaître les villes dans lesquelles on vit, parce que il y a quelques jours que j'étais à Halabja et je me rappelais dans les années 90, au début des années 90, c'était une ville carrément rasée. Mais maintenant, c'est une ville active avec l'université, avec des hôpitaux, avec l'autoroute, et avec des projets dans toutes les manières. Donc voilà, on voit vraiment que cette région, il revit. Et
et qui est une région qui est stable et une région ce n'est pas juste pour les Kurdes, mais c'est une région qui est un refuge même pour les autres composants irakiens. Il ne faut pas oublier que maintenant c'est la seule région que les chrétiens peuvent vivre. Les chrétiens d'autres parties de l'Irak, dans les zones chiites et de sunnites, ils quittent les autres villes, ils viennent dans la région du Kurdistan parce que c'est la seule région dans laquelle ils peuvent vivre sans qu'ils soient exterminés ou tués par les habitants. Et c'est une zone où c'est une région où même pour les autres composants, même pour les Arabes, parce que c'est la seule région en Irak que les gens ils peuvent vivre pour passer quelques jours de vacances, simplement juste quelques jours pour les vacances pour qu'ils puissent respirer et de passer un week-end ou quelques jours, ou même c'est la seule région qu'on peut vraiment investir et de travailler tranquillement grâce à toutes les lois qu'on adopte tous les jours dans le Parlement régional et grâce au travail du gouvernement régional du Kurdistan. Mais le Kurdistan ou la région du Kurdistan n'est pas vraiment juste ce tableau rose et optimiste. Il y a autre chose au Kurdistan, malheureusement. C'est vrai, il y a la corruption. C'est vrai, il y a notre système administratif et vraiment, c'est un système qui date et qui est juste depuis la création de l'Irak, c'est le même système administratif. Et c'est vrai que maintenant, il y a l'opposition du Kurdistan, malgré le fait qu'ils soient libres et qui sont 25 sièges au Parlement régional, et c'est une opposition qui revendique quelques droits que les gens, que la population le soutient pour qu'on puisse vraiment se réaliser une vie encore meilleure pour la population du Kurdistan. Et malheureusement, c'est une région que jusqu'à maintenant fragile, et une région que tout ce qui se passe autour de nous, surtout en Syrie, nous touche directement. C'est une région qui a encore le litige et des problèmes avec le gouvernement fédéral, parce que malgré le fait que les Kurdes, malgré notre gré, on est parti au Bagdad et avec notre partenaire arabe, on a construit la constitution, mais malheureusement on voit que ce qu'ils ont au pouvoir au Bagdad ou au centre de l'Irak, c'est la mentalité qui revit et qui essaie de monopoliser tout le pouvoir et qui n'accepte pas qu'une région fédérale avec cette compétence constitutionnelle et juridique qui peut vivre et diriger une région indépendamment ou si on ses droits. Donc cette mentalité surgit et à chaque fois, voilà, il faut qu'elle soit aidée par les institutions, par les organisations, la société internationale, et qu'il faut la seule solution, c'est la stabilité, mais la stabilité dans le Moyen-Orient, surtout ce qu'ils vivent maintenant en Syrie et dans les autres pays, la stabilité un peu loin. Donc voilà, c'est tous les problèmes ou toutes les fragilités le Kurdistan, malgré le fait qu'il y a tout cette développement, cette évolution dans notre région, mais la population est inquiète. Cette année, c'était le 25e anniversaire de bombardements chimiques et des campagnes de génocide contre la population kurde en Irak, mais une question qui passait dans la tête de tous les Kurdes: est-ce que ça va encore arriver et est-ce qu'on va encore subir ce qu'on a subi il y a 25 ans? On l'espère pas, on fait tout pour ne pas vivre ça, mais il y a ce risque encore pour la population kurde. Et on le sait, le Kurde, on le croit, et les autres le savent aussi, que le bombardement chimique ou le génocide ne va pas exprimer le peuple kurde, mais
Et ça sera toujours l'obstacle pour qu'on puisse vivre dans une société normale et on peut vivre dans une société que les Kurdes, finalement, comme n'importe quelle population dans le monde, peuvent vivre normalement. Donc voilà, c'est compliqué, les fragilités restent et la région du Kurdistan, c'est vrai maintenant, c'est un exemple de sécurité, de stabilité, de construction. Et c'est un exemple de tous les principes d'accepter la légalité, de cohabitation entre les Kurdes, l'Arabe, les Chaldiens, les Assyriens, les Turkmènes. C'est une région dans laquelle la seule région dans laquelle il y a une liberté de presse, il y a les femmes qu'on a des quotas 30% au Parlement, et une région qu'on peut vivre, qu'on peut étudier, où l'éducation, il y a des progrès de l'éducation et qu'on peut faire l'éducation selon en kurde ou en arabe, même en assyrien, et s'il y a les universités, c'est vraiment une région active. Mais c'est une région, c'est une expérience très très jeune aussi. On a une vingtaine d'années d'expérience. C'est une région, c'est une démocratie très jeune. On a encore à apprendre de diriger, apprendre à gouverner, apprendre à trouver des moyens et de vivre avec les pays qui nous entourent et avec tous les problèmes, avec tous les guerres qui nous entourent, d'apprendre à vivre. Voilà, mais une chose est sûre, que c'est la seule région qu'il y a cette activité et cette vie, parce que c'est la seule région que les dictateurs n'existent pas. Donc faisons tout et espérons que les dictateurs ne restent plus dans aucune société, parce que c'est là, après les dictatures, qu'on peut parler, qu'on peut poser des questions, comment vivre et comment construire et comment trouver un moyen que les gens vivent normalement dans la société. Merci. Merci Raman d'avoir si bien exposé la question kurde en Irak et décrire le pays qui t'appartient maintenant. C'est très émouvant. Moi, en tant qu'enseignante, quand j'étais aussi au Kurdistan, j'étais très éblouie par le fait qu'il y ait des écoles pour tous. Pratiquement tous les enfants sont scolarisés, pratiquement tous. Filles et garçons vont à l'école. Filles et garçons vont faire 12 ans d'études et ensuite peuvent accéder à l'université. Et comme dans beaucoup de pays de la région, il y a plus de filles à l'université que de garçons diplômés. Donc c'est une bonne chose pour nous les femmes de voir que, comme vous savez, les femmes c'est l'avenir de l'homme. Je cède la parole à mon ami Khosrow qui va vous parler de la situation des Kurdes alors en Iran. Merci beaucoup Joyce. Donc l'Iran. L'Iran est un pays vaste. L'Iran, à vrai dire, c'est un empire. C'est 3 fois plus grand que la France. C'est 1 648 000 km², l'Iran. L'Iran, ici, c'est un pays, c'est pourquoi c'est un pays multinational, où vivent les Perses, les Azaris, les Kurdes, les Baloutches, les Turkmènes, et les Arabes dans le sud, dans la province riche de Khuzestan, comme on dit. En Iran, anciennement on disait Arabistan. Maintenant, aujourd'hui, avec Reza Shah, avec la dynastie Pahlavi, c'est devenu Khuzestan. Alors, chacun de ces peuples, bien sûr, possède ses propres langues, coutumes et cultures. Alors, mais c'est au XXe siècle, tout au début du XXe siècle, avec Reza Pahlavi, l'État iranien s'est embarqué, bien sûr, sur un projet de la construction d'un État, nation unitaire. La construction de cette entité fut essentiellement basée sur la tentative de créer
une nation iranienne monolithique. Bien sûr, par la suppression de la diversité ethnique et l'imposition de l'identité ethnique persane aux autres peuples. Et c'est ainsi que la seule identité ethnique reconnue est celle des Perses en Iran. Les dirigeants iraniens, surtout depuis la dynastie Pahlavi, depuis 1925, ont imposé et promu la seule langue et la seule culture persane, de sorte que le persan est la seule langue officielle et celle de l'enseignement et de l'administration dans ce pays quand même multinational. Les revendications identitaires des autres peuples du pays n'ont reçu qu'une réponse, celle de l'interdiction et la répression. Et le Kurdistan? Le Kurdistan iranien, tout d'abord, pour votre information, a une superficie de près de 125 000 km² et comprend 4 provinces, à savoir l'Azerbaïdjan occidental, le Kurdistan, le Kermanshah et l'Ilam. Comme vous pouvez constater, seule une province est reconnue par les autorités iraniennes comme le Kurdistan. Il s'agit d'une partie centrale du Kurdistan iranien, dont le chef-lieu est la ville de Sanandaj. Il est à préciser que, bien sûr, dans la partie septentrionale du Kurdistan iranien, surtout dans les villes de Nagadeh, Urmiye, Salmas, Khoy, Makou et Chalderan, les Kurdes et les Azaris vivent ensemble. Les Kurdes constituent 16% de la population, de 15 à 16% de la population iranienne, c'est-à-dire une population de plus de 11 millions de personnes. Près de 3 millions vivant hors du Kurdistan iranien, notamment à Téhéran et dans la province de Khorasan, dans l'ouest du pays. Les Kurdes de Khorasan, qui constituent aujourd'hui une communauté forte de plus de 1 700 000 personnes, ont été bien sûr déportés au début du XVIIe siècle par le Shah Abbas de la dynastie des Safavides. La religion dominante au Kurdistan iranien est l'islam, qui comprend 98% de la population. Les 2% restants sont des chrétiens, c'est-à-dire assyriens et arméniens, et des juifs. La majorité des musulmans est sunnite, à peu près 75%. Les chiites représentent 21%, et les Ahl-e-Haq, ou peuple de la vérité, ou aussi on dit Yarsan, les Perses les appellent Al-Allahi, Ali Allahi. Alors, ils vivent essentiellement dans la province de Kermanshah et de Ilam. En 1979, après la chute de la monarchie et l'avènement du nouveau régime, les Kurdes, comme d'ailleurs les autres peuples opprimés du pays, ont fondé beaucoup d'espoir quant à la reconnaissance de leurs droits. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Le peuple kurde est de loin le peuple le plus opprimé du pays. Déjà durement réprimé sous la monarchie, les Kurdes continuent de subir, depuis l'avènement de la République islamique, des multiples violations de leurs droits les plus élémentaires. Face aux aspirations identitaires des Kurdes, le nouveau régime, la République islamique, a opté comme son prédécesseur pour une politique de répression et de force militaire. C'est Khomeini en personne qui, par une fatwa proclamant le 19 août 1979, ça veut dire quelques mois après la révolution iranienne, le djihad contre la population kurde d'Iran. Depuis, les régions habitées par les Kurdes sont sous l'autorité des pastarans,
gardiens de la Révolution, c'est-à-dire, ainsi que d'autres organes gouvernementaux d'oppression. Ils se font sentir partout, entrent par effraction à l'intérieur des maisons, propagent la terreur, arrêtent les gens et malmènent des membres de famille. L'oppression nationale s'exerce sur le plan politique, économique, social, culturel et même confessionnel. La République islamique dénie toute reconnaissance d'identité aux Kurdes, ainsi qu'aux autres peuples, bien sûr, non personne du pays. Les Kurdes sont d'ailleurs privés de toute reconnaissance de droits civils et politiques. Toutes les organisations politiques kurdes sont interdites. Leurs membres, ou même l'expression d'une quelconque sympathie à leur égard, est punissable d'emprisonnement, de torture, voire même d'exécution. En outre, le droit fondamental à l'éducation dans leur langue maternelle est dénié aux enfants kurdes à travers l'interdiction de leur langue maternelle. Les hauts fonctionnaires sont quasiment tous nommés par Téhéran et choisis parmi les non-autochtones. Les officiers de l'état civil ont reçu des instructions fermes en vertu desquelles il est interdit de délivrer des papiers d'identité pour tout enfant dont le nom aurait une consonance kurde. Les régions kurdes du pays constituent les régions les plus, après Baloutchistan, je précise quand même, les plus sous-développées d'Iran. Les infrastructures industrielles y sont quasi inexistantes. L'État ne fait aucun investissement dans ces régions. Les taux de chômage frappent plus de 50% de la population active au Kurdistan, tandis que pour l'Iran, c'est de 23 à 25 pour l'ensemble de l'Iran. Le régime iranien encourage le toxicomanie parmi la jeunesse de ces régions, de sorte qu'elle est devenue vraiment un fléau national. Et ce n'est pas seulement, c'est surtout au Kurdistan, mais malheureusement, c'est dans l'ensemble de l'Iran. Aujourd'hui, on parle de 3 millions de toxicomanes en Iran. Comment ne pas parler du terrorisme pratiqué par le régime à l'intérieur comme à l'extérieur du pays contre ses opposants, en particulier contre les dirigeants et les militants kurdes. Je ne citerai ici que bien sûr 2 exemples parmi des centaines dont une partie a été perpétrée dans les pays européens. C'est le cas du regretté Dr Abdurrahman Qassimlou, ancien secrétaire général du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran, et 2 de ses collaborateurs assassinés le 13 juillet 1989 à Vienne, en Autriche, et celui de son successeur, Dr Sadek Sharakandi, et 2 de ses collaborateurs assassinés le 17 septembre 1992 à Berlin. Par ailleurs, les Kurdes sont également victimes de discrimination sur le plan confessionnel. Comme je vous ai dit, près de 75% de la population kurde d'Iran est musulmane d'obédience sunnite. Néanmoins, des discriminations de toutes sortes sont faites à leur encontre. Cette discrimination est même légalisée par la Constitution qui déclare que seuls les musulmans d'obédience sunnite peuvent accéder aux fonctions de guide suprême, oui, chiite, bien sûr, chiite, du guide suprême, du chef des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Ainsi, les musulmans sunnites du pays, qui est à peu près 20 millions de personnes, les Bahaïs, les Juifs, les chrétiens, et encore, bien sûr, les femmes, sont relégués au rang des citoyens de 2e rang.
il est à souligner que depuis l'accession d'Ahmadinejad à la présidence en 2005, la violence a redoublé, surtout après l'élection truquée de juin 2009 et le mouvement populaire revendiquant la liberté et la démocratie. Parmi les vagues incessantes d'oppression visant à museler le soulèvement démocratique de la population iranienne, les régions habitées par les Kurdes ont été et sont toujours particulièrement touchées. Depuis des dizaines d'étudiants, de journalistes, d'activistes ouvriers, des défenseurs des droits de l'homme, y compris des droits des femmes, ont été arrêtés sous l'inculpation fantaisiste d'activités politiques contre la sécurité et l'intégrité nationale. Plusieurs personnes sont exécutées et une vingtaine d'autres Kurdes condamnés à la peine capitale, attendant toujours dans leur l'exécution de leur sentence dans les couloirs de la mort. Et tout récemment, tout dernièrement, vraiment depuis un mois, disons, pour empêcher la célébration de Nowruz, la Nouvelle An, parce que c'est célébré pas seulement par les Kurdes, par tous les peuples de l'Iran du pays, alors, ou au moins de minimiser la portée, les autorités, bien sûr, dans les régions kurdes, ils ont arrêté une soixantaine de personnes dans les 4 provinces que je viens de vous citer, les Kurdes. Ils sont, à vrai dire, ils sont des gens qui sont engagés surtout dans les domaines culturels et d'information. Le régime a très peu d'informations. Donc, les peuples non persans représentent plus de 60% de la population iranienne. À vrai dire, ils sont victimes de discrimination raciale en raison de leur origine, culture, langue et, pour certains, même la religion. Pour autant, cela ne relativise pas le fait que le peuple persan lui-même est victime de ce régime tyrannique et dictatorial. Contrairement aux allégations du régime iranien et de certains milieux d'opposition persans aveuglés par leur côté ultranationaliste, les Kurdes d'Iran ne sont pas à la recherche d'un État indépendant, mais plutôt la consécration de leurs droits en tant que nation dans un Iran fédéral et démocratique. Bien qu'il y ait un chevauchement entre groupes ethniques et nations, la notion de nation peut être distinguée de celle de groupe ethnique par le terrain politique. À la différence des groupes ethniques, les nations ont une prétention à la souveraineté, c'est-à-dire à un État ou une souveraineté partagée dans un pays plurinational. Une souveraineté partagée est la marque des systèmes fédéraux. Dans cette perspective, l'établissement d'un système fédéral en Iran est devenu aujourd'hui la revendication principale des Kurdes et des autres peuples opprimés du pays. Cette approche est d'ailleurs, bien sûr, proposée comme solution par le Congrès des nationalités représentant les Kurdes, les Arabes, les Balouches, les Turkmènes et les Azeris. Vu la composition multinationale de l'Iran et que les peuples non persans du pays sont majoritaires, plus de 60% de la population du pays, cette solution est tout à fait applicable à l'Iran. Mais malheureusement, avec le régime actuel, c'est impossible.
Donc ça, c'était les Kurdes d'Iran. Mais comme notre ami Hamid Bouzasalom vient de le dire, il y a une évolution dans la société iranienne tout d'abord, comme il a dit, plus de 50% sont des gens de moins de 25 ans, moins de 30 ans, ils disent, pour l'ensemble de l'Iran. Bien sûr, cette évolution aussi, c'est pratiqué, c'est arrivé autour de l'islam iranien. Et surtout l'impact des progrès des moyens de communication, la télévision satellitaire, l'Internet a eu un impact énorme. Par exemple, aujourd'hui, vous avez plus de 6 télévisions kurdes iraniennes qui émettent, qui diffusent, bien sûr, à partir des pays étrangers, surtout des pays européens. Vous dites, à Paris, vous avez une télévision. Donc, et aussi, bien sûr, les autres nationalités iraniennes. Les Azaris, ils ont 3 télévisions. Et vous avez à côté, bien sûr, le gouvernement azerbaïdjanais, l'Azerbaïdjan de l'ex-Union soviétique. Vous avez 7 millions d'Azaris, 7 à 8 millions d'Azaris de l'autre côté, c'est une nation. Vous avez plus de 15 millions d'Azaris, peut-être 20 millions d'Azaris en Iran, ils sont considérés comme une ethnie, des tribus. Parce que dans la langue persane, comme vous dites, c'est à peu près, c'est vraiment ça n'a pas ethnie. Alors, aussi, il faut savoir que ce soit les Kurdes ou les autres peuples, autres nationalités du pays, les Azaris, tout ça, ils ne se considèrent pas comme des minorités. Pour une simple raison. C'est qu'ils sont majoritaires sur leur territoire ancestral. Donc, comme minorité, ce que je vous ai dit, c'est un empire ottoman. Bien sûr, avant l'Iran, l'empire iranien était beaucoup plus vaste, mais aujourd'hui, quand même, c'est encore vaste. Il y a au moins 6 nationalités. Sans parler d'autres. Il y a par exemple les Gilaks aussi. Vraiment, à un certain moment, ils ne se considéraient pas comme des Perses. Vous voyez, il y a les Mazandarani, il y a les Gilaks. Il y a les Lors aussi, nous considérons les Lors comme Kurdes, mais il y a une partie des Lors qui ne se considèrent pas. Donc cette évolution, bien sûr, c'est très difficile. L'Iran est un pays riche, très riche, il a le pétrole, il y a des milliards, et toutes ces richesses, c'est le monarque qui dispose. Et le sort des Kurdes dépend des autres populations du pays. Les Kurdes, comme le regretté Dr. Rassoumi disait, les Kurdes seuls ne peuvent pas renverser ce régime. Donc, il faut que ça... Et malheureusement, bien sûr, il y a un mouvement formidable. Il y a bien sûr la jeunesse, il y a les universités, il y a les intellectuels. Ça, mais comme je vous ai dit, la répression est atroce. C'est très, très atroce. Donc, le sort des Kurdes, à vrai dire, est lié au sort des autres peuples du pays et peuples persans. Merci. Merci Khosrow d'avoir fait un tour d'horizon aussi vaste sur la question kurde en Iran. Je vais passer tout de suite la parole à Maître CV Izouli, qui est donc avocate au barreau de Paris, qui va nous faire elle-même un topo sur la situation en Syrie. Oui, en Syrie, non. Les Kurdes de Syrie, parce que sinon, ça sera un sujet très vaste. Effectivement, aujourd'hui, la situation en Syrie, c'est sujet d'actualité. Et je pense que c'est même le premier sujet traité par l'actualité de Moyen-Orient. Mais la question qui se pose le plus, c'est, en tout cas pour notre conférence d'aujourd'hui, c'est le rôle ou la place des Kurdes dans cette révolution syrienne, mais aussi leur lien avec les Kurdes dans les 3 autres parties de Kurdistan. Avant de déterminer et de parler de leur statut actuel, un rappel rapide, les Kurdes de Syrie sont à peu près de
sont composés de 3 millions de personnes sur un total de 22 millions. La Syrie donc compte en totalité 22 millions. Et réside principalement dans 3 régions ou 3 provinces. El Jazira, qui est le point vraiment triangulaire avec l'Irak et la Turquie, Kobani, également avec la frontière de la Turquie, et Afrin. La spécificité, c'est que dans ces 3 provinces, les 3 provinces n'ont pas une continuité géographique. Ils sont donc séparés par des frontières ou par des rivières ou par d'autres villes ou populations, mais il y a également une spécificité, c'est que des populations arabes ou des gens qui ne sont pas des Kurdes ont été implantés dans ces régions d'après ce qu'on appelait un projet de ceinture arabe. Donc c'est le régime du parti basse qui a amené des tribus ou des populations de gens arabes des régions de l'intérieur de la Syrie pour les implanter dans ces endroits d'une manière à couper la continuité de la population des Kurdes de Syrie, la continuité avec les Kurdes d'Irak et de Turquie. Donc c'était un projet étudié et un projet qui visait justement à diviser cette unité et cette continuité des Kurdes. Les Kurdes, autre chose importante, autre élément à préciser, étaient toujours constitués dans des partis politiques kurdes et c'est une opposition organisée en Syrie. Cela est très important à souligner parce que ce qu'on voit aujourd'hui sur la scène politique syrienne s'explique en partie par le fait que l'opposition syrienne n'était jamais une opposition organisée, en tout cas après la répression sanglante de 1982 de mouvements de frères musulmans. Il n'y a plus eu en Syrie une opposition. Il y a eu toujours des opposants très honorables, des hommes et des femmes qui se sont opposés au régime, qui ont été emprisonnés, mais pas vraiment une opposition. Tandis que les Kurdes ont toujours continué à avoir des partis politiques avec des programmes bien définis, avec une idéologie en continuité, et parfois ils étaient reprimés, parfois un peu tolérés par le régime, et cette situation a continué jusqu'en 2004. Avant de passer à 2004, également une spécificité des Kurdes de Syrie, c'est que selon une loi de 1962, on l'appelle la loi sur le recensement, à peu près 300 000 Kurdes de Syrie ont été dépourvus ou déchus de leur nationalité syrienne et sont devenus des apatrides. Ça, c'est une spécificité pour les Kurdes de Syrie, alors qu'en Turquie ou en Iran ou l'Irak un peu différent, on essayait donc d'assimiler les Kurdes avec les autres populations. Pour les Kurdes de Turquie, on dit vous êtes des Turcs, donc, et on insistait à les assimiler. En Syrie, au contraire, on leur a retiré la nationalité syrienne et ils sont restés donc à peu près 300 000 personnes, même maintenant on dit à peu près 470 000 personnes, on n'a pas des statistiques très fiables et très précises, à peu près donc 470 000 personnes sont apatrides, sans aucune nationalité, et ça depuis 1962. Donc les revendications de ces partis politiques kurdes syriens étaient surtout et avant tout la restitution de la nationalité syrienne, la restitution des terrains qui ont été confisqués suite à la déchéance de la nationalité syrienne et qui ont été donc, on a repris les terrains en agriculture et des maisons, même on a confisqué des maisons des Kurdes en disant que vous n'êtes plus syriens, donc vous n'avez pas le droit à la propriété. Et on a implanté des colonnes arabes dans leur terrain. Les Kurdes, donc leur revendication principale, c'était la restitution de la nationalité, la restitution de leur propriété et également des droits culturels, l'apprentissage de la langue kurde dans les régions kurdes, la reconnaissance de leur culture, de leur identité. Et les Kurdes syriens, contrairement aux autres Kurdes dans les autres régions, n'ont jamais eu recours à la lutte armée. Et cela, donc, là, tout à l'heure, Hamid vous a dit que maintenant ça change un petit peu, mais c'est également pendant le même contexte que pour
les Kurdes dans les autres parties du Kurdistan. Donc, les Kurdes syriens, jamais recours à la force armée et jamais demandé ni l'autonomie ni l'indépendance de la Syrie. Ils ont toujours réclamé de droits dans le cadre de la frontière existante de la Syrie. 2004, il y a eu un changement en Syrie. Et là, parfois, c'est extraordinaire à quel point la situation des Kurdes dans les 4 parties du Kurdistan se ressemble. Tout à l'heure, Khosrow disait, c'est vrai, bon, voilà, le régime iranien, c'est un régime répressif. Les Kurdes ont beaucoup donc souffert. Il y a la discrimination, il y a beaucoup des lois à l'encontre des Kurdes. Mais il faut quand même dire la vérité que tout le peuple persan manque de l'absence de la démocratie dans ce pays. Pour les Syries, c'est exactement la même chose. Et je me rappelle qu'il m'est arrivé pas mal des fois de plaider des dossiers des Syriens, c'était dans les années 2004, devant la Cour nationale des droits d'asile, et je disais, écoutez, je me sens mal de vous dire que mon client, parce qu'il est kurde, il est persécuté spécialement, où on a confisqué son droit à l'expression parce qu'il est kurde. Non, tous les Syriens n'ont pas le droit à l'expression. C'est une dictature et il y a certainement des lois discriminatoires depuis 1962 ou 1970, mais dans le contexte avant 2004, les Kurdes n'étaient pas précisément ciblés et précisément persécutés parce qu'ils étaient, c'est tout le peuple syrien qui était extrêmement persécuté et qu'on a confisqué ses droits les plus alimentaires. Donc il n'y avait aucun droit. Ça a changé en 2004. 2004, il y a eu un soulèvement dans les régions kurdes. Il y a eu un match de football entre une équipe arabe et une équipe kurde qui se sont insultés. Les forces de l'ordre sont intervenues. Au lieu donc de séparer l'équipe et puis rechercher les responsables, on a tabassé les Kurdes. Suite à cela, il y a eu 6 personnes qui ont été assassinées donc, lors de l'événement immédiatement. Toutes ces personnes étaient des Kurdes. Alors, aucun supporter de l'équipe arabe n'a été ni blessé ni tué. Alors, c'était quand même extraordinaire. Et le lendemain, lors de funérailles de ces 6 supporters de l'équipe kurde, il y a eu des slogans en kurde qui ont été lancés. Et les forces de l'ordre, les forces de Bachar al-Assad, de la même manière que vous voyez actuellement, se sont pris aux manifestants et ont tiré avec des vraies balles, des balles réelles sur les manifestants. Il y a eu 36 personnes tuées et toute une ville saccagée. C'était quand même des scènes extraordinaires, mais maintenant tout est relatif. À l'époque, on a dit, oh là là, c'est la destruction totale de la ville de Kamishli. L'événement est arrivé à Kamishli, la ville frontalière avec l'Irak et la Turquie. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est presque les mêmes scènes, mais d'une manière généralisée sur tous les territoires syriens. Ce qui était important avec cet événement, et vous allez voir, ça va influencer beaucoup l'attitude des Kurdes syriens et leur relation avec la coalition et avec l'opposition syrienne. Aujourd'hui, cette relation quand même est toujours marquée par ces événements de 2004. Le régime immédiatement avait répliqué cette révolte kurde dans les régions n'est pas en raison de ce match de football, mais les Kurdes de Syrie sont poussés par les Kurdes d'Irak, qui ont obtenu une sorte de fédéralisme depuis 2003, et l'événement c'était 2004, et ils veulent amener les Américains en Syrie, comme les Kurdes d'Irak ont amené les Américains au Kurdistan irakien. Les Syriens sont tellement sensibles. Dès qu'on entend un Américain ou on entend Israël, alors là, ils perdent la tête. Ils perdent complètement la tête, et la raison. Donc voilà, et on a dit, voilà, les Kurdes de Syrie, ce sont les collaborateurs de l'impérialisme américain, les collaborateurs d'Israël, et c'est ça qui était génial, c'est que les Syriens n'ont absolument pas soutenu les Kurdes dans cette répression. 36 personnes tuées, il y a eu 2700 arrestations et toute une ville
saccagée complètement et une répression sanglante. Mais de l'autre côté, les Kurdes ont manifesté cet événement aussi est très important parce que l'événement lui-même s'est produit à Kamishli. Le lendemain, avec le funérail de ces personnes et quand l'armée a tiré sur les manifestants, s'est produit vers 11h du matin à Kamishli. Vers 14h et 15h, la ville de Damas et Alep et Homs, et notamment les deux grandes villes syriennes, étaient debout. Il y a à peu près 500 000, un peu plus, des Kurdes dans les grandes villes et étaient mobilisés. Et alors là, ça a été frappant, c'était extraordinaire, cette capacité des Kurdes à la mobilisation, comment on peut mobiliser la rue dans différentes villes, et pas uniquement dans les villes principales kurdes, mais également dans les grandes villes de Alep et Damas. Après 2004, il y a eu encore beaucoup d'autres lois discriminatoires, une véritable politique de répression systématique à l'encontre des Kurdes, des milliers dans la prison, et avec une sorte d'embargo économique. Par exemple, je vous cite un exemple. Je vous ai dit qu'il y a eu à peu près 300 à 400 000 Kurdes sans nationalité. Ces Kurdes, à partir du moment où vous n'avez pas la nationalité, moi je dis, imaginez que vous êtes dans un pays étranger et que vous perdez votre portefeuille. Essayez d'aller à l'hôtel. Vous ne pouvez pas, parce que pour l'hôtel, vous avez besoin d'une carte d'identité. Allez retirer de l'argent. Vous ne pouvez pas. Allez envoyer une recommandée. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas accéder à la fonction. Donc les Kurdes de Syrie ne pouvaient pas accéder à la fonction publique, ni devenir propriétaire, ni voyager librement. Pas voyager du tout parce qu'ils n'avaient pas le passeport. Ils ne pouvaient rien faire. Et dans certains cas, il était toléré qu'ils fassent des études universitaires, mais à quoi bon sang de faire des études, puisqu'on ne peut pas être ni avocat, ni ingénieur, ni fonctionnaire, ni rien du tout. Donc ils n'étaient pas motivés, ils travaillaient dans la restauration et dans les bâtiments, dans les chantiers. Alors une loi 2010, comme c'était la majorité des gens, une loi de 2010 a interdit totalement d'employer des personnes qui n'ont pas la carte d'identité syrienne, et on a imposé une amende allant jusqu'aux 150 000 lire syriennes. Amende, alors si vous imaginez que le salaire mensuel c'est 5 000, 150 000 c'est dissuasif quand même, avec une peine de prison qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc tous ces Kurdes ont été licenciés. En même temps, on a pris des lois interdisant de creuser des puits pour l'agriculture qui dépassent certaines profondeurs de mètres. Du coup, l'agriculteur aussi était complètement anéanti. Et on a complété par un décret 49 qui interdit toute vente immobilière dans les régions kurdes. C'était donc une série de lois entre 2004 jusqu'au 2010 pour vous dire comment se trouvait la situation donc des Kurdes complètement écrasés au moment où la révolution syrienne s'est déclenchée le 15 mars 2011. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que la revendication des Kurdes de restitution de la nationalité syrienne depuis 1962 n'a été satisfaite par le régime. Dès qu'il y a eu la révolution syrienne, donc c'est la ville de Daraa qui s'est manifestée en premier, le lendemain de la manifestation de Daraa, les gens manifestaient dans les villes kurdes. Et jusqu'au maintenant, continuent à manifester, mais d'une autre manière. De l'autre manière, la différence avec cette opposition, c'est que les Kurdes de Syrie, je viens de dire, pendant toute leur lutte, n'ont jamais accepté la lutte armée. Et ils n'acceptent pas aujourd'hui non plus le caractère armé de la révolution syrienne, autant plus que pour les Kurdes, l'armée libre syrienne, ce n'est pas un produit vraiment de l'opposition syrienne, mais il y a beaucoup aussi d'autres groupes, Jabhat al-Nusra, des gens salafistes, des groupes armés de Al-Qaïda qui viennent et qui opèrent en Syrie. Donc on ne peut pas rejoindre de tels groupes et
Et pour les Kurdes, il faut garder la pacificité de la révolution, sa vocation première qui a été faite. C'est pourquoi donc les Kurdes continuent à manifester contre le régime, mais sans prendre les armes. Alors là, également, on interprète leur position en disant « Eh bien, les Kurdes en Syrie, peut-être, sont pro-régime. » Pour résumer, on peut toujours avoir, on a le droit d'avoir une troisième voie. Et les Kurdes ont choisi la troisième voie. Non à la dictature, parce que les Kurdes étaient le plus, parmi les Syriens, c'était eux les plus qui ont été victimes de ce régime dictatorial. Mais on ne peut pas non plus adhérer à des groupes salafistes et aller adhérer à cette idéologie islamiste, et pourtant c'est eux qui sont le plus forts et qui viennent dans les régions kurdes. Et ils sont poussés par la Turquie. Donc vous imaginez, pour les Kurdes de Syrie, il y a cette sensibilité à l'encontre d'une opposition syrienne qui est quand même financée et soutenue par la Turquie, par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. Et les Kurdes ont essayé, depuis le début de déclenchement de la révolution, de participer à plusieurs conférences. Il y a eu de divergences sur des points de vue vraiment stratégiques et importantes. Par exemple, l'opposition syrienne dit, voilà, on va appeler le futur Syrie la République arabe syrienne. Et les Kurdes disent, mais pourquoi la République arabe syrienne? Pourquoi ce n'est pas la République syrienne? Tout simplement. Donc on n'a pas besoin d'ajouter cet adjectif de arabe en plus. Cela est d'autant plus qu'en 2005, octobre 2005, il y a eu quand même un accord, une plateforme entre plusieurs partis politiques kurdes et communistes et socialistes et même musulmans et des ONG, ce qu'on a appelé la déclaration de Damas. C'est une plateforme extraordinaire, c'était quelque chose de très très bien en Syrie. Et dans le programme de cette plateforme, la déclaration de Damas, on n'insistait absolument pas sur ce caractère de dire absolument une république arabe, c'était une république syrienne qui regroupe toutes les minorités religieuses et ethniques et avec une constitution pluraliste, laïque. Aujourd'hui, l'opposition n'accepte pas le mot laïque, on insiste sur un état civil. Il y a les droits des femmes. Et ça, c'est également quelque chose de très important. Ce n'est pas une manière vraiment pour séduire les Européens. Hein. Franchement, les Kurdes, quand ils défendent les droits des femmes, encore une fois, ce sont des vraies convictions et c'est incarné et enraciné dans l'idéologie des partis politiques kurdes, dans tous les partis. Et les Kurdes de Syrie ne sont pas indépendants ou séparés complètement de l'influence des Kurdes d'autres régions. Par exemple, tout à l'heure, Hammam vous a dit que nous, dans le Parlement du Kurdistan d'Irak, nous avons fait des quotas de 30% pour les femmes. Et bien, je vous dis qu'au Kurdistan turc, la formation, le pro-kurde, le BDP, qui n'ont que 29 députés, ont déjà appliqué dans leur programme une quota de moitié pour les femmes. Et sur le 29 députés au Parlement turc, il y a 14 femmes. Dans les mairies, ils ont imposé qu'il y ait au moins un quota de 45% pour les femmes. Or, à la conférence d'Istanbul, c'était en juillet 2012, les Kurdes sont arrivés avec 7 points essentiels pour discuter avec l'opposition, avec le Conseil national syrien. Et le Conseil national, donc un de ces points était l'égalité homme-femme. Ça c'est une question marginale, laissez de côté, on en parlera après. C'est pas important. Non, c'est important. Donc il y a quand même des points de divergence essentiels sur la notion laïque, arabe, droit des femmes, le pluralisme, l'étendue du droit des Kurdes, et on ressent que l'opposition syrienne actuellement recule un peu vers des droits qu'elle était prête à accepter avant, et on pense que c'est l'influence, surtout donc, de la Turquie, qui joue avec la question kurde-syrien pour séparer. Mais
si vous voulez mon avis personnel, ce n'est quand même pas une raison. Moi, je pense que les Kurdes de Syrie doivent quand même renforcer leur solidarité avec la coalition et avec l'opposition syrienne et essayer d'améliorer les choses de l'intérieur. Ce n'est pas en étant un peu à l'écart qu'on pourrait faire mieux. Aujourd'hui, dans des régions kurdes, il y a effectivement, comme Hamid l'avait dit, depuis juillet 2012, les forces du régime de Bachar al-Assad se sont retirées et effectivement, c'est la théorie de Ibn Khaldoun. Ce n'est pas parce que le régime syrien veut reconnaître l'autonomie ou quelques droits pour les Kurdes dans les régions kurdes, mais il avait besoin de ces troupes pour aller combattre les insurgés et les révolutionnaires syriens à Alep et à Homs et à Daraa. Donc c'est pourquoi, comme il n'y avait pas de risque d'infiltration de groupes armés dans les régions kurdes, ils ont retiré leurs groupes. Dans les régions kurdes, aujourd'hui, il y a effectivement des groupes armés kurdes, mais la spécificité, ces groupes armés, ce n'est pas pour combattre l'État en place, pour obtenir de droits pour les Kurdes. Ils sont là pour protéger la population civile et empêcher les groupes salafistes d'entrer dans les régions kurdes. C'est ça la spécificité. Aujourd'hui, également dans ces régions kurdes, on a beaucoup de chrétiens, comme exactement de la même manière que la région de Kurdistan d'Irak. Les chrétiens qui sont dans la région kurde de Kamishli et des Kobani sont là depuis longtemps, mais il y a d'autres chrétiens de l'intérieur qui vont là-bas se réfugier dans ces régions. C'est une région très mosaïque. Il y a des Arméniens, il y a des Assyriens, il y a des Yazides, il y a des Arabes qui ont été, comme je viens de dire, emportés d'autres régions, et ces mêmes Arabes, à l'intérieur donc des régions kurdes, qui étaient avant avec le régime, jusqu'à l'éclatement de la révolution donc, qui prônait la politique et l'idéologie du parti basse, certains de ces groupes aujourd'hui sont armés par des groupes salafistes et sont là en train donc un peu de jouer le double jeu. Donc la région kurde, bien que pour l'instant est un peu épargnée par une vigilance de la population et par une vigilance des Kurdes qui ont constitué des groupes armés pour empêcher, et c'est efficace, ça a vraiment dissuadé les groupes salafistes d'entrer dans les régions kurdes. La situation reste quand même trop fragile, trop fragile. Et ce n'est pas uniquement dans les régions kurdes, donc c'est dans toute la Syrie que cette situation reste fragile. Les Kurdes ont bénéficié de un peu cette stabilité, ils ont d'ores et déjà commencé à donner des cours de langue kurde dans les écoles syriennes, ce qu'ils ont récupéré. Ils ont constitué des groupes, comme je viens de dire, non seulement des groupes armés, mais des groupes de secours. Et ce qui est extraordinaire aussi, alors qu'à l'intérieur du pays, lorsque vous regardez les images de l'opposition syrienne ou des groupes armés de l'opposition, vous ne trouvez pas du tout des femmes. Les femmes sont complètement écartées. Dans les régions kurdes, quand vous voyez la réorganisation, vous avez toujours des femmes et des hommes, des jeunes filles et des hommes. Je ne dis pas du tout que l'opposition syrienne n'a pas des femmes, et ce que je regrette énormément, parce qu'à la tête de la déclaration de Damas, c'était une avocate, une consort, Fida al-Horani. J'ai dit tout à l'heure qu'en Syrie, malheureusement, il n'y avait plus une opposition, il n'y avait pas d'opposition organisée, mais il y avait toujours des opposants. Il y avait surtout des opposantes, beaucoup des femmes. Et malheureusement, aujourd'hui, toutes ces femmes sont mises à l'écart. Et on voit que des hommes. Les dernières élections du Conseil national syrien, on a amené 400 personnes pour voter. Parmi les personnes qui ont été élues au sein du Conseil national syrien, 40 personnes. 40 personnes dont aucun chrétien, aucun kurde et surtout aucune femme. Et je vous dis, et c'est la réalité,
lorsque les femmes syriennes étaient là à combattre le régime de Bachar al-Assad, notamment, comme je viens de dire, Fada al-Horani à la tête de la déclaration de Damas, il y a Souhail Atassi, il y a Razan Zetouni, également une avocate. Lorsque ces femmes battaient le régime de Bachar al-Assad, ces hommes qu'on voit, aujourd'hui, ils étaient encore en train d'applaudir le régime. Comment? C'est vrai, c'est une réalité. Alors comment ça se fait que aujourd'hui, ils ont confisqué notre révolution? C'est exactement ce qui s'est passé en Tunisie et ces printemps arabes. Je ne sais pas, c'est le printemps des hommes, des frères musulmans, mais c'est l'hiver pour les femmes. Il n'y a pas eu de printemps arabe. Donc la situation, encore une fois, des Kurdes reste très très fragile. C'est lié aux autres parties du Kurdistan, mais en Syrie, c'est lié aussi à l'incertitude de l'avenir de l'opposition syrienne qui n'a toujours pas su quand même se regrouper et proposer un programme pragmatique à l'auteur des sacrifices de ce peuple. Merci. CV est avocate, donc elle sait plaider sa cause. Merci. Deux choses, le Hamid. Tu veux conclure ou on pose des questions d'abord? Je pense qu'on peut poser les questions parce qu'il nous reste assez peu de temps. Oui. Donc on peut passer directement aux questions. Alors, nous passons directement aux questions. Ce que je vais vous demander, c'est poser des questions. Pas de commentaires, des questions et tout le monde vous répondra. Merci. Est-ce qu'il faut passer la revue? Oui, c'est Chloé. Je ferme ici. Bonjour, une question sur la Syrie. Si j'ai bien compris, dès le début du mouvement en Syrie, vous avez dit que dès qu'il y a eu des manifestations à Daraa, il y a eu parallèlement aussi des manifestations dans la partie kurde syrienne. Vous parlez aussi de la troisième voie que d'emblée aurait choisi les Kurdes syriens pour rester dans un mouvement pacifiste. Ce qui sous-entend, quand on regarde ce qui s'est réellement passé, que la militarisation qui a été provoquée dans le reste de la Syrie et qui n'était pas du fait à l'origine des manifestants, qui n'ont pas eu d'autre choix à cause de la répression, finalement ce phénomène ne s'est pas passé. Ça veut dire que délibérément, si je continue, le régime syrien aurait choisi de ne rien faire contre ces manifestations en Kurdistan. Il y a quelques éléments qui me manquent un petit peu, si vous voulez. Oui, moi c'était plus en Irak sur les questions foncières, notamment s'il y avait eu des retours de la diaspora au Kurdistan et avec toutes les migrations qu'il y a eu en Irak à la suite de 2003, je voulais savoir comment KRG avait organisé les questions foncières, et notamment agricoles. Voilà. Encore une troisième question. On démarre avec ces deux-là. On passe le micro, je ne sais pas qui veut répondre, c'est sur la Syrie et sur la Syrie de la biomédecine. Oui, vous avez raison, donc c'est effectivement le régime. De la même manière qu'il y a eu des manifestations à Daraa, il y a eu des manifestations dans les régions kurdes, et au début de la révolution, on a tiré sur les manifestants à Daraa, mais on n'a pas tiré sur les manifestants kurdes, alors que c'était de la même manière. Il y a beaucoup de raisons pour cela, mais la raison, l'essentiel, le plus important, c'est que le régime, effectivement, avait craint la force de mobilisation des Kurdes, que je vous ai dit, 2004, les Kurdes étaient capables, s'est montré capables de mobiliser partout, et donc le régime ne voulait surtout pas que les Kurdes se lèvent. En même temps, l'opposition syrienne, dès le début aussi de la révolution, s'est tournée vers les Kurdes, et tous les villes où les Syriens demandaient aux Kurdes, mais pourquoi vous ne se levez pas? Pourquoi vous ne vous levez pas? Donc il y avait cette méfiance, c'est trop difficile à expliquer. Donc les Kurdes ne voulaient pas donc armer la révolution, ils avaient certaines revendications, c'est pourquoi ils ne participaient pas à la force armée, mais le régime avait essayé quand même de diviser quand même les composants, les différents composants de la société syrienne. Et c'est pourquoi, de la même manière, dès le 7 avril, la révolution a commencé le 15 mars, le 7 avril,
un décret présidentiel a été pris pour restituer les nationalités aux Kurdes. C'était une revendication depuis 1962 qui n'a jamais été entendue. Et dès qu'il y a eu le déclenchement de la révolution, on a accédé à cette revendication. Mais les Kurdes, quand je parle d'une troisième voie, c'est pour vous dire qu'effectivement, ce n'est pas le fait que le régime n'a pas tiré sur les manifestants kurdes qui a fait que les Kurdes ont hésité ou ils n'ont pas hésité. Non, c'était un autre choix. On ne veut pas des armes, on ne veut surtout pas des armes qui sont données par la Turquie et on ne veut pas chez nous, dans nos régions, des groupes armés infiltrés de la région donc de la Turquie, mais aussi et surtout le régime réprimait la présence des groupes armés dans les régions kurdes à partir du moment où il n'y a pas des personnes armées. Ils vont venir réprimer quoi? Donc c'était ça qui a fait coup, mais je comprends bien que le sous-entendu de votre question, c'est que le régime avait essayé quand même d'utiliser les Kurdes pour diviser l'opposition, et effectivement, il essaye toujours, mais ce n'est pas pour cela, c'est pas ça la motivation des Kurdes. Non, c'est vrai que maintenant on commence à perdre un peu la chronologie de la contestation syrienne. Énormément de choses ont bougé et juillet 2011 a été pour des raisons multiples une date de tournant, un tournant. C'est la constitution de l'armée syrienne libre et juillet 2012 l'attentat contre le quartier de haute sécurité, quartier général de l'armée. Je crois que d'emblée le régime a adopté une double stratégie. La première stratégie, c'était de fragmenter le temps et l'espace de la contestation. Et par ce biais-là, éviter qu'il y ait une place Tahrir ou une place Kasbah à Damas. Et le résultat a été que le régime a investi une ville après l'autre, a massacré, s'est retiré, a réinvesti des villes. Par ce biais-là, il a pu se maintenir, mais au prix de donner naissance à des républiques dissidentes, un peu partout. La deuxième stratégie, c'était d'utiliser énormément de contraintes auprès de la communauté alawite pour obtenir son allégeance, d'utiliser beaucoup de l'instrument de la peur auprès des Kurdes et auprès des chrétiens pour obtenir leur neutralité, et de détruire très massivement l'espace sunnite. Et le résultat a été que, alors que la contestation syrienne au début avait exactement les mêmes attentes que celles de Tunis ou du Caire, c'est rapidement militarisé, ce que vous avez souligné, juillet 2011, dans un deuxième temps, à son corps défendant en quelque sorte, c'est confessionnalisé. C'est pas du tout par hasard, par exemple, que la toute première brigade de l'armée libre syrienne libre s'appelle brigade Mouawiya. Mouawiya, bon, c'est la suite de Qams Osman, c'est la suite de Karbala, donc voilà, effectivement, le poids est très symboliquement très lourd. Dans un deuxième temps, ils ont créé une brigade qui s'appelait brigade Saddam Hussein, même si après ils ont rebaptisé parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. Donc on a vu comment cette logique de confessionnalisation a été imposée par le pouvoir, et en même temps, cela finit par produire quelque chose de réel. Et dans un troisième temps, effectivement, on a assisté à la marge, tout à fait à la marge pour le moment, à la djihadisation du mouvement. On ne sait pas combien de militants externes qui sont là, mais on connaît qu'au Moyen-Orient, chaque fois qu'il y a une zone de conflit, cette zone de conflit devient le réceptacle des radicalismes de la région dans sa totalité. On sait qu'effectivement la Turquie a autorisé les militants de Al-Nusra d'utiliser ses frontières, etc. Donc par ce biais-là, on est graduellement sorti d'une dynamique de la révolution pour entrer dans une dynamique même vraiment de la violence que plus personne ne contrôle. L'opposition en externe, tous ces congrès, etc., dans les faits, n'ont pas tellement d'impact transformateur sur la société syrienne. Donc vraiment, il faudrait qu'on ait ça, mais surtout, Hannah Arendt disait en parlant de son temps, chaque événement est encore plus grand que celui qui s'est produit hier, et si ça continue comme ça, on n'aura plus la mémoire des choses. Ce qui inquiétait énormément Arendt, Adorno,
Benjamin, etc., c'était ça. On n'aura plus la mémoire du nazisme. Tellement que les événements qui se produisent à chaque fois sont encore plus inédits, plus monstrueux. Et j'ai l'impression qu'effectivement, avec la Syrie, mais en Libye, la situation aurait pu être exactement la même. On est dans ce cercle où, voilà, on perd la bataille. Et la réponse kurde, effectivement, a été d'emblée, bon, on ne fait pas partie de cette opposition arabe si elle reste nationaliste ou si elle est islamiste. Pour la diaspora, bien évidemment, depuis 91, le diaspora kurde, c'était un rêve pour tous les Kurdes de voir une région indépendante avec que les Kurdes et des riches. Donc voilà, c'était un rêve donc, pour tous les Kurdes en diaspora. Et je vais peut-être un peu témoigner parce que les Kurdes qui étaient là grâce aux bourses qui étaient présentées par l'Institut kurde, la majorité des boursiers ils sont retournés dans la région du Kurdistan. Et comme c'est une région qui était privée de tout, il n'y avait rien et que c'est maintenant une région qui est active et en construction, donc il y a le travail pour tout le monde et il y a la possibilité et le moyen de chacun trouve sa place là-bas. Donc voilà, c'est une région effectivement que tous les Kurdes qui croient et avec beaucoup d'enthousiastes et le retour au Kurdistan, mais il y a de place pour eux bien sûr et ils sont là activement, ils aident les autres Kurdes de construire la société, mais avec ça on a besoin encore des cadres parce qu'on était privés de tout. C'est pourquoi le gouvernement régional du Kurdistan il a envoyé des milliers de boursiers pour qu'ils puissent venir dans le monde entier, dans le pays, surtout le pays européen, et pour que voilà, qu'ils puissent retourner et de continuer à construire à la région. Donc effectivement, la diaspora, les Kurdes qui vivaient surtout en Europe, la majorité ils sont retournés au Kurdistan et ils sont là pour construire la société. Est-ce qu'il a répondu à votre question? C'était la question qu'il a posée. C'était la question foncière. Oui, non, mais je pense qu'il a... Pardon. Disons que concernant les questions foncières, on connaît les problèmes qui sont énormes. Hein, je veux dire, effectivement, parce qu'il y a une urbanisation galopante, la construction de nouveaux quartiers. Il y a l'ancienne question foncière, parce qu'il y a eu beaucoup de villes qui ont été détruites. Il y avait des villes qui ont été construites, des villes du style de camps de concentration, de détention qui avaient été construites par Saddam Hussein, qui s'appelait Mujama'at, etc. Donc tous ces facteurs-là sont là. Et malheureusement, sur le Kurdistan d'Irak, on manque cruellement d'études. On manque cruellement d'études, par exemple, sur la question foncière, sur l'urbanisme, sur les dynamiques d'urbanisme. On a 2 ou 3 travaux maintenant sur le corps parlementaire, de qui est fait le corps parlementaire ou comment fonctionnent les municipalités. Mais là encore, il nous manque encore des choses. Vraiment, là, je crois que ni Raymond, ni moi, on ne sera pas en mesure de vous répondre. Hein. Mais bon, je veux dire, sachant que si les chercheurs, si les jeunes qui veulent se destiner à la recherche veulent prendre une question comme ça, c'est vraiment une question centrale. Oui, une question pour la région de Kurdistan-Irak concernant la condition des femmes. Donc, il y a 30% de femmes au Parlement, mais par contre, les droits des femmes, donc seulement là-bas, ils sont très bafoués, donc j'arrive pas à comprendre. Une deuxième question. Moi, j'ai une question un peu semblable. Peut-être qu'on peut prendre 3 questions. Ouais, j'ai une question un peu semblable. En vous écoutant, tous les 3, tous les 4, la condition, la femme au Kurdistan, enfin, chez les Kurdes, a l'air, les femmes ont l'air très émancipées, et assez émancipées, et vous parlez d'une laïcité dans les 3 cas, ou les 4 cas, je crois. Enfin, 3 cas, vous parlez de laïcité. Ça me paraît un peu étonnant dans le milieu musulman. Et puis, moi, je suis allée en Syrie, je suis allée dans le Djéziré, et je n'ai pas eu l'impression d'une grande émancipation des femmes kurdes. Alors, je voulais
demandé si c'était une spécificité kurde dans un monde musulman. Ça serait bien. Merci, madame. Monsieur. Merci. Oui, est-ce que la situation plus favorable au Kurdistan irakien produit une attraction sur les 3 autres populations dans les 3 autres pays? Est-ce qu'il y a une émigration qui se fait? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de vider petit à petit, pour la sécurité, pour mieux vivre, de vider les 3 autres Kurdistan? Si je me résume rapidement. 3 questions. Non, peut-être, oui. Peut-être concernant la question féminine ou la question des femmes, la réponse est double. La réponse est double. La réponse est double. Si vous voulez, à partir de 79-80, effectivement, vous avez la montée de l'islamisme dans la région, dans sa totalité. Et il y a 2 régions qui restent encore ancrées à gauche. C'est la Palestine, espace transfrontalier, mais aussi l'espace des camps, etc. N'oublions pas que la première intifada a été l'intifada des jeunes et des femmes. On connaît la suite de l'histoire. Et l'espace kurde qui reste ancré à gauche pratiquement jusqu'à maintenant. Et cela produit une sorte de surreprésentation féminine au cours des mobilisations successives. Et la militance politique est un capital politique. C'est-à-dire qu'effectivement, une fois que vous êtes engagé dans la lutte, cela a des répercussions considérables en termes de représentation, en termes d'ascension sociale, en termes de visibilité publique, et en contrepartie aussi, en termes de protection et la capacité de protéger d'autres femmes. Et par ce biais-là, on peut dire qu'effectivement, il y a une féminisation de la mouvance kurde qui est extrêmement nette. Il y a une sorte d'émancipation par la lutte ou par la militance qui est très claire. De l'autre côté, n'oublions pas effectivement que depuis une vingtaine d'années, les sociétés du Moyen-Orient, dans leur totalité, sont devenues des sociétés ultra-conservatrices. Pour des raisons multiples. Parmi ces raisons-là, il y a l'urbanisation qui a été extrêmement rapide. Il y a eu, bon là, vous avez c'est vraiment Nadia Tazi qui l'explique, la fragilisation de la masculinité. Or, la masculinité fragilisée devient agressive par rapport à la féminité. Vous avez les sociétés qui perdent des repères avec cette urbanisation, et surtout dans le cas de la violence en Turquie, au Kurdistan de Turquie et au Kurdistan d'Irak. Cela signifie qu'à un moment donné, la famille devient le pilier de la structure. Et qui dit famille, ça dit aussi l'autorité patriarcale, etc. Et depuis une vingtaine d'années, les sociétés du Moyen-Orient se transforment par l'orthopraxie. Ce n'est plus du tout par l'orthodoxie, mais vraiment par une propagation des praxis qui sont assez conservatrices et répressives. Et la société kurde n'est pas en dehors de ça. Donc que ce soit en Syrie, sans doute moins en Syrie qu'en Irak, en Turquie, tout dépend des lieux. Par exemple, dans une ville comme Diyarbakır, la situation est très différente que dans un lieu comme à Erzurum ou à Batman. À la limite, je dirais que le seul espace totalement émancipé, parce que c'est une prison, une vaste prison pour les femmes, c'est l'Iran. Donc sous le Tchador, on est tous émancipés. Voilà. Mais pour le reste, non, je pense qu'effectivement, cet ultra-conservatisme et cette émancipation par la militance. Et la laïcité? La laïcité. La question de la laïcité au Moyen-Orient est tellement compliquée qu'on va le laisser de côté. Un jour, il n'y a pas une seule société, il y a des tendances historiques vers la sécularisation. Voilà. Et en même temps, on sait qu'effectivement, là aussi, les choses sont en dents de scie, l'orthopraxie de ce point de vue est importante, le contrôle de l'État sur la religion est très important, le fait que maintenant des pouvoirs issus de l'islamisme, même s'ils ne sont plus islamistes, sont au pouvoir dans 4 ou 5 pays, ça compte. Donc vraiment, la question de la laïcité, qui a été toujours extrêmement problématique de toute façon dans ces sociétés-là, bon, je crois que 3 points de suspension. Mais disons que les tendances sécularistes qu'on peut déterminer une partie du XXe siècle, aujourd'hui, connaissent une sorte de reflux. Prenez les films de Gaza, 1967, tu les connais très bien, les femmes sont en mini-jupe. Et prenez les photos de Gaza aujourd'hui, vous aurez un peu la réponse.
Ou le Kurdistan. En Syrie, c'est pareil. En Syrie, le Kurdistan. L'Égypte, c'est pareil. L'Égypte, effectivement. Voilà, effectivement, le printemps des ombres est arrivé. Moi, je voulais peut-être juste rajouter une chose, que juste continuer ce qu'il a dit, Hamid, mais il faut juste dire une chose, que la seule région, ou le seul endroit, dans le seul parlement de cette région du Moyen-Orient, c'est le parlement du Kurdistan. Dans la société de région du Kurdistan, qu'on parle de questions d'égalité femmes et hommes et de laïcité. Donc c'est le seul endroit. La législation a changé. Exactement. Au Kurdistan d'Irak, la législation devient de plus en plus répressive à l'égard des violences contre les femmes. Juste pour ajouter quelque chose, vous avez tout à fait raison. Ce qui est extraordinaire, c'est en Kurdistan, vous avez deux facettes de la société. Vous avez la masse sociale où effectivement les femmes sont parfois réprimées, on n'a pas cette liberté qu'on entend avoir, mais vous avez les partis politiques, le mouvement politique, et c'est le mouvement politique qui prend surtout l'émancipation de la femme et pousse énormément à l'émancipation de la femme. Et je trouve ça très très important. Si vous prenez par exemple le mouvement du Parti du travailleur du Kurdistan, la guerrier kurde, à chaque fois qu'on a des photos où il y a le chef du PKK, Abdullah Öcalan, dans le passé ou aujourd'hui, les autres qui ont pris sa place, à chaque fois qu'il y a une déclaration de presse ou il y a une réunion ou n'importe quoi, ils sont toujours, vous avez le chef et il est toujours entouré des femmes. Et c'est toujours cette image de la société, des partis politiques kurdes qu'on a reflété et on a reflété par la réalité, par une conviction idéologique. Alors que dans les autres partis du Moyen-Orient et dans ces pays musulmans, c'est ça qui est dramatique. Ce sont les partis politiques eux-mêmes qui répriment les femmes et qui refusent l'émancipation et qui refusent aux femmes l'entrée, par exemple, au Parlement ou au poste clé de la politique. Donc, si dans la société kurde, effectivement, il y a ce décalage, ce que je trouve encourageant, c'est que les partis politiques, les élites politiques, dans leur programme, ils sont convaincus et ils essayent quand même de travailler sur l'émancipation et les femmes ont toute leur place. Oui, je vais parler un petit peu sur l'Iran parce que, écoutez, le nom du pays, République islamique, ça dit tout. Donc, dans l'islam, c'est surtout dans l'islam chiite, je ne sais pas, chez les sunnites, moi je suis né des parents sunnites, mais je ne suis pas pratiquant. Voilà, donc, est-ce que c'est les sunnites, c'est la même chose? Je ne sais pas, peut-être Joyce le sait. Alors, c'est la réalité, c'est que la femme est considérée comme moitié de l'homme. Ça c'est la religion, et c'est appliqué en Iran. C'est appliqué, comme moi j'ai dit dans mon exposé, je parlais qu'une femme ne peut pas être, par exemple, chef de la justice. Elle ne peut pas être. C'est tout ça. Alors, d'autre part aussi, il faut, d'accord, les partis politiques kurdes, bien sûr, poussent, travaillent pour l'égalité, tout ça, mais quand même, la société kurde reste encore traditionnelle. Il ne faut pas oublier. Voilà. Bon, il est 8 heures. Tu veux terminer? Il y avait cette question. L'un des anciens ministres des Affaires étrangères, Mumtaz Faisal, avait dit oui, on résout la question par le double nettoyage ethnique. On ramène les Turcomans de Turquie, de l'Irak en Turquie, et on expédie tous les Kurdes vers le Kurdistan irakien. Mais bon, je veux dire, on ne peut plus du tout faire dans la politique de l'ingénierie démographique des années 10 ou 20, où, dans les années 20, effectivement, la Société des Nations décidait que les Grecs de Turquie allaient partir en Grèce et que les musulmans de Grèce allaient venir en Turquie. Donc, ce type d'ingénierie démographique qui avait été accepté comme la norme internationale sont aujourd'hui assimilés aux crimes contre l'humanité. On peut conclure? Bien sûr. Eh bien, merci d'être venu. J'espère que vous avez passé une agréable soirée avec nos amis kurdes. Et vous voyez que la moitié des intervenants étaient des femmes.